Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà avec le petit plateau après ce championnat du monde, riche, et on se retrouve avec, Romain et Damien. Bonjour messieurs Salut, Salut, salut. salut. et voilà, il est déjà temps de parler du dernier grand tour de la saison, grand tour qui, il me semble, présente un parcours particulièrement montagneux. Romain, je pense que tu as, déniché, toutes les informations sur le parcours? Oui, effectivement, bon, la Vuelta, hein, le Tour d'Espagne, on n'avait pas attendu évidemment la présentation du parcours officiel pour savoir que ce serait montagneux. C'est une tradition chez eux, c'est Fernando Escartin, qui est un grimpeur historique, espagnol qui est à la base de ça et donc cette année encore effectivement, on va avoir de la montagne, de la montagne, de la montagne et il y a pas loin de 10 étapes, qui vont arriver, en altitude. Alors c'est pas toujours des étapes de haute montagne ou des cols, astronomiques, mais enfin c'est quand même, on va dire, 7 étapes de montagne, voire de haute montagne et pas mal d'étapes accidentées et on commencera avec un chrono par équipe. Moi, c'est, une discipline que j'aime bien en tout début de grand tour comme ça pour offrir le premier maillot leader, l'effort collectif, je trouve ça sympa. Après, ce sera, quelque chose d'assez court, hein. C'est même pas 15 kilomètres donc il ne doit pas y avoir de gros écarts. Pour les premiers écarts, on devra attendre enfin on devra attendre, ce sera dès l'étape 3, c'est l'arrivée en Andorre. Ce sera la première étape de montagne avec, le très long col d'Ordino, c'est quand même 17 kilomètres à du 7. C'est le plus long col en fait de ce Tour d'Espagne, et on enchaînera avec, la montée finale vers Arinsal, qui, là, propose 8 kilomètres à 8 avec des passages, assez régulièrement à 12. D'ailleurs, c'est un peu une marque, hein, sur ce Tour d'Espagne et on va le voir, c'est qu'on a finalement pas mal d'ascensions relativement courtes, mais très irrégulières. Il y a des replats, il y a des passages à 16, on est de nouveau à 4, on repart à 20, c'est assez dingue. Mais donc, l'arrivée en Andorre, ce sera un 1er test, je pense, mais, je vois sincèrement pas les favoris, si ce n'est se disputer quelques secondes derrière une échappée. Je vois pas les favoris, commencer à jouer la gagne, ce qui devrait peut-être être déjà le cas lors de la 6e étape. La 6e étape, c'est celle qui arrive au Pico del Buitre. Le Pico del Buitre, c'est donc une ascension finale très irrégulière, hein. C'est 11 kilomètres à 8 et il y a régulièrement des passages à 14, 15 et 16. Pour ceux qui s'en rappellent, en 2019, la Vuelta y était passée et Roglic avait lâché 12 secondes, à Miguel Angel Lopez, qui avait pris le maillot ce jour-là. Par contre, il avait mis 40 secondes à Quintana, qui était un des favoris, il a mis 30 secondes à Pogačar qui, à l'époque, on s'en rappelle, hein, 2019, c'est le premier grand tour de Pogačar qui se révèle sur cette Vuelta. Plus encore que les 2 étapes que je viens de citer, moi j'attends beaucoup de l'étape numéro 8. Mmh. L'étape numéro 8, c'est une étape très accidentée qui va arriver, juste après le terrible mur de Choret de Cati. Donc Choret de Cati, c'est 4 kilomètres d'ascension, c'est pas énorme, mais c'est du 11,4 de moyenne. Tout de suite, ça voilà, avec des passages, entre 15 et 22. Là, il faudra vraiment, pouvoir être, explosif et on a une petite descente de 3 kilomètres, juste derrière. C'est une, ascension vraiment pour puncher, hein. D'ailleurs, en 2017, c'est Alaphilippe, Julien Alaphilippe qui s'était imposé, sur, ces camps de Choret-Decatty, ces pentes de Choret-Decatty, pardon. Et on se rappelle aussi que Froome et Contador avaient comme ça, pu, grappiller quelques secondes, à tous les autres, favoris ou outsiders de cette Vuelta. Et puis avant la première journée de repos, on aura une étape 9, là aussi, très accidentée finalement, sans réelle grosse difficulté, si ce n'est de nouveau une arrivée finale en altitude, 8 kilomètres à 5,5. Ça, c'est pas énorme, mais par contre, on aura, un demi-dernier kilomètre à 16 de moyenne. Donc là, on le sait, on l'a vu notamment, sur le Tour de France, à Péguerre et cetera. C'est peut-être dans ces ascensions-là qu'on va prendre le plus de temps sur les autres favoris. Il y a ensuite une première journée de repos du côté de Valladolid avant le seul et unique contre-la-montre Mmh. individuel, 28 kilomètres. On s'est pas mal plaint du côté belge et du côté de la Quick-Step que le Tour de France offrait de moins en moins et finalement très peu de kilomètres, contre la montre, hein. On sait que Remco est un coureur qui adore cet exercice, il l'a encore démontré ici, à Glasgow, mais
Voilà, 28 kilomètres, c'est tout plat. Il y a une petite bosse, mais rien de bien méchant. Et puis après, ça va être, un enchaînement, hein, un enchaînement de montagnes, ça part dans tous les sens avec, une première arrivée, lors de l'étape 11, à la Laguna Negra. Ce sera pas la plus importante des étapes à venir puisque, 2 jours plus tard, l'étape numéro 13, c'est peut-être l'étape reine, hein, de cette Mmh. Vuelta. C'est l'étape qui va arriver en haut du Tourmalet. C'est une étape très courte, 134 kilomètres, plus de 4 000 m de D+. On commence tout de suite, en côte puisqu'on commence de Formigal et on va aller chercher tout de suite, les pentes du col de Portalet et on enchaîne avec l'Aubisque, Spandel et le Tourmalet. Donc ça va être tuant, il faudra avoir des équipiers dans cette étape pour pouvoir, passer une journée, sans trop d'encombre. D'autant que le lendemain, c'est pas mal non plus, hein. C'est aussi une étape assez courte, assez dynamique, pas mal de cols, le col de la Hoursière, le port de l'Aro, et puis l'arrivée finale à l'Arabelagua qui, là aussi, est, très raide en tous les cas sur son pied et puis va offrir quand même des pentes beaucoup plus, hem, je dirais, gentilles. C'est presque un plus un faux plein en fait, sur les 2 derniers kilomètres, mais enfin, au lendemain du Tourmalet, ça va être costaud. Et puis, comme d'habitude, hein, la dernière semaine après la seconde journée de repos va être dantesque. On a d'abord, un peu comme on va avoir à Choret-Decati, on va avoir une arrivée en haut de Békés. Là aussi, c'est 2 petits murs très raides, avec des passages à 14-15. Et puis le lendemain, ce sera l'Angliru. L'Angliru, on sait que c'est un des cols, les plus mythiques d'Europe, c'est un des cols les plus difficiles d'Europe. C'est, 12 kilomètres et demi à quasi 10 de moyenne, dont les 7 derniers kilomètres dépassent les 10 de moyenne avec un passage on a ces images, hein, de Contador, des Roglic qui font pratiquement du surplace, hein, du 24 qu'on va aller chercher là. Ça s'annonce terrible, d'autant que le lendemain, il y a encore une grosse étape de montagne avec là aussi des cols, des cols assez raides, hein, je l'ai dit, c'est un peu ça, c'est des cols pas très longs. On dépasse pratiquement jamais les 10 kilomètres d'ascension, mais par contre, on va chercher régulièrement des pentes à 12-13-14. Et on pourrait s'arrêter là, mais il y a encore une dernière étape, qui sera l'avant-dernière étape, celle de Guadarrama. 208 kilomètres, c'est la plus longue de ce Tour d'Espagne, je pense. 4 000 m de D+, alors qu'on va jamais, dépasser les côtes, en fait. C'est pas des cols, c'est des côtes. Mais c'est 10 Mmh. côtes répertoriées sur ce parcours. Ça va être aussi, quelque chose qui, en fin de tour comme ça peut être terrible. Je pense que c'est une étape sur lequel un Remco, s'il a encore du jus, peut aller rechercher un paquet de secondes, hein, à ses rivaux, on sait, que Remco, une fois qu'il met en route, ça peut faire très mal. Enfin voilà un petit peu, j'étais un peu long, mais c'est vrai que c'est un tour qui est très montagneux, beaucoup d'arrivées en altitude, beaucoup de profils un peu similaires avec, des étapes qui ne sont pas forcément très difficiles, mais avec des arrivées, où on va, escalader des petits murs. C'est un peu, la marque de fabrique depuis quelques années de cette Ouais. Vuelta. Et c'est un parcours, qu'il faudra se farcir évidemment. En fin de saison, on annonce de la chaleur, comme toujours sur le Tour d'Espagne. Ça s'annonce assez dantesque. Ouais, voilà, donc on l'aura compris, hein, tour particulièrement montagneux, très Ouais. difficile, ce qui forcément va attirer principalement, des gars des classements généraux. Je pense qu'on va y revenir plus tard sous différents aspects. Mais quelque chose tu l'as dit aussi, quelque chose d'assez intéressant, sur la Volta, on a principalement des cols pas trop longs. Ouais. Même des cols relativement courts et en plus de ça, on dit souvent que la Volta, niveau nervosité, niveau pression, voilà, c'est plus léger que le Tour et donc on remarque un phénomène depuis plusieurs années que je pense Damien, ça te parle particulièrement. C'est un contingent vraiment impressionnant de jeunes talents qui viennent découvrir les grands tours. C'est peut-être aussi une des marques de fabrique de la Volta. Oui, oui, oui et je trouve que ça se marque particulièrement cette année ou alors j'y fais plus attention, je ne sais pas. On a un paquet de jeunes ou alors aussi peut-être que c'est parce que les jeunes sont de plus en plus talentueux, de plus en plus Ouais. vite et donc du coup on parle beaucoup d'eux tout de suite. Mais oui, il y a un paquet de noms incroyables, à commencer par Grégoire qui n'en finit plus de gagner, hein. Chez nos amis français, ils auront, leur duo magique Grégoire-Martinez, pas que, on y reviendra. Et nous, on aura notre duo magique, Brooks, Van het Veld, pas que, on y reviendra. Mais bon, il y a d'autres, aussi, hein, d'autres nationalités. On a un Milesi qui vient de briller là sur les championnats du monde. On a Vachek, on a, toujours pour les Français, on a Vauquelin. On a vraiment un paquet, de bons jeunes et je vous parle pas encore des tout meilleurs, Ayuso et Remco
Ouais, qui finalement on les grandit déjà parce qu'ils ne sont déjà plus dans cette catégorie-là, hein. c'est ça. Mais avant d'aller un peu plus loin là-dessus, moi justement, j'aurais une petite question pour vous. On s'attache vite, hein, aux jeunes, je trouve, on a vite nos petites préférences. Vous, ici, sur la Vuelta, est-ce qu'il y en a que vous allez suivre l'un ou l'autre plus particulièrement? Ou bien vous avez peut-être des attentes pour l'un ou l'autre, que sais-je? Est-ce que vous allez être attentif plus particulièrement à un ou 2 garçons? Bah, écoute, moi, à titre personnel, c'est voilà, c'est normal, c'est pas c'est rien de surprenant. Les jeunes qui me parlent le plus, c'est le double duo dont tu as parlé, le duo français, Grégoire Martinez et puis forcément encore plus le duo belge, Van het Velt, Brooks. J'avais dit au tout premier podcast de la saison, on avait parlé des jeunes. J'avais parlé pour pas citer les 3 autres, j'avais parlé de Lennart Van het Velt, j'avais dit que j'attendais beaucoup de lui. Au final, il fait une année, à son échelle de jeune talent, une année monstrueuse, comme d'autres jeunes et je pense que cette année monstrueuse va se ponctuer par une superbe Vuelta. Il va nous en mettre plein la vue, encore une fois à son échelle de jeune talent et je serais pas étonné qu'un de ces 4 là, voire plus, finisse dans le top 10 final de cette Vuelta. Ce serait pour moi pas, ce serait une belle surprise, mais à titre personnel, je serais pas si surpris que ça. Sinon, tu les as tous cités, hein, c'est normal, mais je serais, particulièrement attentif à Milesi qu'on a vraiment, plus pas découvert, mais voilà, qui a vraiment brillé sur les championnats du monde U23 cette année. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore la start list, complète au moment où on enregistre, cet épisode, mais on a déjà quand même les principes pour nous et c'est vrai, tu as parlé de Van het Velde, c'est peut-être encore plus que Kian Uijtdebroeks, c'est le Belge que j'attends le plus ou en Mmh. tous les cas, pour lequel je suis le plus curieux parce que, ici il va certainement pas jouer un classement général, Lennert, je pense. Il va aller chercher des étapes ou en tout cas, c'est ça, on ne sait pas très bien pourquoi il vient cette Vuelta. Si ce n'est pour prendre du bagou et ça va être super intéressant, je pense, de voir un peu ce qu'il va faire. Alors qu'un Kian Uijtdebroeks risque, lui, plus de se tester, d'essayer de suivre Ouais, un peu les favoris. c'est sûr. Donc ce sera sans doute moins «excitant» entre guillemets pour un Belge, même si, voilà, je pense que Kian peut, revendiquer un top 10. Je ne dis pas qu'il va Ouais, le faire nécessairement, mais il peut le faire clairement. Et c'est vrai que l'autre duo, c'est très intéressant. Hem, c'est clairement, hein, Grégoire et Martinez, c'est clairement les 2 Français qui, après Pinot, Bardet, maintenant Gaudu, ce sont les 2 Français qui vont, donner des émotions, à leur public sur les courses à étapes dans les prochaines années. Je je pense pas qu'en tout cas, en l'état actuel, ils aient le potentiel pour gagner un grand tour, en tout cas pas pour l'instant. Hem, mais c'est clairement des profils qui vont aller, faire exploser un petit peu le tout. On a vu que Grégoire sort d'un Tour du Limousin, évidemment en très grande forme et c'est un gars, je veux dire, à qui va convenir un paquet d'étapes. mmh, J'expliquais que, Alaphilippe, j'aurais plus tendance à faire de Grégoire le successeur d'Alaphilippe, par exemple, que d'un Gaudu ou d'un Bardet ou d'un d'accord, Pinot, ouais. mais un Grégoire, je pense que sur une côte comme Choret-des-Catiers et cetera, il peut faire mal. C'est pas quelqu'un, dont on va se méfier pour le podium, donc on est capable, je pense, quand je dis «on», je dirais les favoris vont probablement lui laisser certaines largesses, certaines attitudes et donc voilà quelqu'un qui pourrait faire de très, très belles choses. Là où un Lenny Martinez, on devrait plutôt le voir dans les étapes, du Tourmalet, de l'Angliru, sur des longues ascensions. Heu, il est sans doute encore un petit peu, tendre, par rapport, au plateau de favoris qu'on va retrouver. Mais il est indéniable que ce sera très intéressant déjà de voir ce qu'il peut faire. Peut-être que chez Lenny, c'est plutôt la question de la récupération où on va être très attentif pour voir s'il est capable effectivement de ne pas avoir trop de moments sans. Mais c'est évidemment quelqu'un qui, dans les années à venir, va procurer de très belles choses au public, notamment au public français. Et potentiellement, là, oui, effectivement, il a, je pense, les atouts pour aller remporter de très belles étapes comme celle du Tourmalet ou celle de l'Angliru. Déjà cette année, je ne sais pas. Et alors, il y a quand même un autre gars que je voudrais citer, parce qu'il y a pas mal de jeunes, mais aussi pas mal de gars, sans aller jusqu'à Remco et Ayuso, qui sont toujours jeunes, mais qu'on cite déjà depuis longtemps, des Arensman, des Buitrago. Mmh. Tu as cité Vauquelin, on en a beaucoup parlé en début de saison. Moi, il y a un gars, je suis très curieux, c'est Filippo Zana. Ouais. Filippo Zana, c'est, sort, vainqueur du Tour de Slovénie, récemment. C'est quelqu'un qui, lors du Tour de l'Avenir remporté par, Tobias Johannessen devant Carlos Rodriguez, c'est quand même pas n'importe qui, avait fait 3e. C'était un peu le 3e larron, hein.
Et donc c'est quelqu'un qui grandit un peu dans l'ombre des autres noms de sa génération, mais qui grandit bien et je suis très curieux de voir ce qu'un Filippo Zana qui visiblement s'est bien préparé pour cette Vuelta, est capable de faire dans une Vuelta où il n'aura pas la pression, il ne Mmh. sera pas nécessairement le leader de son équipe, parce qu'il y a quand même Eddie Dunbar qui sera encore là. Donc voilà, c'est l'autre jeune, pour lequel je vais être très attentif. Oui, bah, vous avez dit des choses, je veux juste réagir sur Van Eetvelt. Moi, j'espère aussi qu'il va venir, jouer des étapes, Mmh. mais je suis pas convaincu et j'ai l'impression que les 2 Belges vont partir plus vite sur un général et que les 2 Français vont partir sur des coups, sur des étapes, donc ils vont peut-être plus vibrer que nous. Mais au final, par contre, quand on parle possibilité de mettre un jeune dans le top 10, pour moi, il y a que Brooks qui peut le faire. Ouais, De ces oui, 4-là, hein, j'entends, hein. c'est Il y clair. a que Brooks qui peut revendiquer une place dans le top 10. Donc voilà. Tu as cité Vauquelin, moi du côté des Français, bah, bien sûr, il est moins pépite, on va dire, que les 2 autres, mais je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Et alors Zana, bah, j'avais pas prévu d'en parler ici, parce que c'est vrai que je le vois déjà, bon, il est un tout petit peu plus âgé, mais il est encore très jeune, hein. Hem Mais je l'avais noté pour, comme un des baroudeurs que j'ai envie de suivre en fait. D'accord, J'espère qu'il ouais. sera baroudeur et pas Mmh. classement général, parce qu'il y a une grosse ancienneté et j'espère vraiment qu'il sera, voilà. Zana, c'est un nom effectivement que j'avais noté aussi parce que, en dehors du Tour de Slovénie, même sur le Giro, il a montré de très, très belles choses et je trouve qu'il est en train de passer un palier intéressant effectivement. Tout à fait. Hem, Peut-être pour clôturer, ce petit point sur les jeunes, je vais déjà vous demander un premier prono. Alors on risque peut-être tous de répondre la même chose, je ne sais pas. Qui sera le meilleur jeune? Alors sans argumenter, parce qu'on va pas commencer dans la lutte pour le général, hein, mais qui sera le meilleur jeune à la fin de la Vuelta? Mais on est d'accord qu'on peut citer des gars qu'on n'a pas évoqués là, qui sont dans Bien la sûr! catégorie plutôt voilà. Bah, on est d'accord que tu Mmh. dois presque les évoquer. Maintenant si tu es très joueur, tu peux évoquer, Le cœur dirait Remco, heu, mais j'ai quand même l'impression qu'Ayuso nous prépare quelque chose. OK. Et toi Alexis? Moi, je c'est pas un risque, mais la manière dont je vais le dire va peut-être prendre un risque. Je vais dire indéniablement Remco, mais de OK. loin. OK, et beh, j'allais être entre vous 2 parce que j'aurais peut-être pas ajouté le de loin, mais j'allais dire le cœur dirait Remco et la raison dirait Remco. Je dis Heu, de loin pour un peu taquiner, un peu prendre des risques, hein, parce qu'évidemment, Ayuso, Bien est à sûr, surveiller, c'est clair. sûr. Mais on y reviendra. On y On reviendra y plus reviendra. tard. OK. Après, c'est vrai qu'on évoque ici Remco, on a cité, Lennart Van Eetvelt, Kian Uijtdebroeks. Hem, le contingent belge sur cette Vuelta est de nouveau très intéressant. C'est clair. Quels sont les coureurs, on a déjà évoqué un peu Lennart Van Eetvelt, on n'a fait que finalement citer Kian Uijtdebroeks et Remco, on va en reparler, mais quels sont les coureurs au niveau du contingent belge que vous avez envie de suivre sur cette Vuelta? Il y en a beaucoup Ouais. et mais il y a différents garçons où j'ai pas un espoir particulier, mais j'ai de la curiosité. Un Moniquet, je trouve, qui est en Ouais. pleine progression là, ces derniers temps. M'intéresse vraiment de voir ce qu'il va faire, tout au long de ces 3 semaines et j'ai été très frustré pardon, par, l'abandon de Stef Ah Kras, ouais. Ouais, ouais. sur le Tour. Il était bon, allez, ce n'était que le début, mais du coup, ça m'a donné envie de voir plus et là, j'espère qu'il sera, au niveau et je me réjouis de le suivre. Après, il y aura d'autres garçons. On parlait que c'est pas un Tour pour les sprinteurs. Il y aura apparemment Gerben Thijssen qui aura Mmh pas mh. énormément de concurrence. Donc, s'il arrive à survivre par-ci par-là, ça peut être intéressant. Et oui, il y en a plein, je vais pas tous les citer, je vais laisser Ouais. parler Alexis et puis toi Romain, parce que sinon je peux tous les faire. Je suis désolé, j'en cite un tout dernier aussi, heu, Milan Menton m'a bien Ah plu, ouais. tout début de saison. Je suis curieux de voir aussi justement, de nouveau, vu le plateau de sprinteurs qui sera pas fou. Je suis curieux de voir, Milan Menton s'il peut pas nous faire quelques petites placettes. Et je Bon, m'arrête là, beh allez, je vous laisse parler. bon, bah, c'est bien, du coup, je vais pouvoir en dire d'autres que toi, parce qu'évidemment, on les attend tous, hein, nos Belges, mais du coup, je vais essayer d'en dire d'autres. Bon, moi, mon trio, allez, évidemment, mon trio principal, c'est, Remco, Kian et Lennert, c'est eux dont j'attends le plus. Mais, dans un autre style, Laurens de Plus, qui m'a j'ai été époustouflé par son niveau, sur le Giro. J'en attends, de même sur la Volta. Voilà, j'attends beaucoup de lui. J'aurais beaucoup voulu qu'il rejoigne Quick-Step l'année prochaine. Je pense que d'autres auraient voulu aussi. Ça va peut-être se faire pas sous cette forme-là, on ne sait toujours Ouais, pas. ouais, on en parlera peut-être un jour. Mais voilà, donc le reste de plus, évidemment et moi aussi Rune Herregods. On voulait Ah le oui. voir sur le Tour. Il est pas venu sur le Tour, mais il sera sur cette Vuelta.
Alors, il y a peut-être pas énormément d'étapes sur lesquelles il peut s'illustrer, mais il aura à cœur de se montrer parce que c'est dans son tempérament et je pense que voilà, on pourra vibrer avec lui. J'avais évidemment noté Tyson également. Par contre, il y en a un, j'attends de voir ce que Romain dit, mais il y en a un, Je l'ai laissé à Romain. ouais, ouais, non, mais je vais pas encore le dire, mais un dont j'attends pas grand-chose, je le dirai après, après les noms de Romain pour voir s'il en parle ou pas. Thomas, Pardon? Ah, c'est à lui que je pense. C'est à lui que je Thomas de Ah pensais. non, non, Ghent. c'était pas lui, c'était pas Ah, lui. c'est pas lui. Mais Thomas de Ghent, alors c'est parce que c'est Thomas de Ghent, c'est mon chouchou, il adore rouler en Espagne, et il ira, je pense, malheureusement pour nous, qu'il a passé l'âge de jouer les offensives, 1 étape sur 2, et je crois qu'il vient vraiment comme capitaine de route et pour justement épauler les jeunes que sont Lennart Van den Velt et Sylvain Moniquet. Et ce sera d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, très intéressant de voir effectivement Lennart Van den Velt, mais également Sylvain Moniquet, quand on sait que, depuis le début du mois d'août, l'équipe Lotto a annoncé pas mal de transferts de coureurs qui ont un profil qui, vient un petit peu, se mêler à celui de Sylvain Moniquet, hein, Harm Van Hoek, bon qui vient d'arriver, ici, chez Lotto, mais est-ce qu'il sera, au départ de la Vuelta? Ce sera évidemment sans doute trop tôt. On a aussi, évoqué, Henri Van den Abel qui va débarquer l'année prochaine de chez BSN. Donc on a une densité au niveau, des coureurs capables de passer en tous les cas la moyenne montagne et pourquoi pas de s'illustrer à certaines occasions dans la haute montagne, qui serait, intéressante. Et puis au-delà de ça, tu l'as dit Damien, est-ce que Lennart Van Elveld ne va pas venir essayer de faire plus que des coups, un classement? Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer, je ne sais pas, un Stéphane Lelot qui, voilà, qui donne comme mission à Sylvain Moniquet de jouer pour Lennart Van den Velt ce qu'un Ilan van Wilder qui ne sera pas présent sur cette Vuelta joue habituellement, pour Remco Evenepoel, c'est-à-dire ce rôle de lieutenant fidèle et sur lequel on peut, toujours compter. Ils ont plus ou moins les mêmes gabarits, donc ça tombe très bien. Donc ce serait intéressant de voir aussi leur entente à tous les 2, sur cette Vuelta. Mais sinon, effectivement, dans tous les autres noms qu'on a déjà cités, celui qui me chatouille la moustache aussi, c'est Stef Kras et on a été un peu Mmh. frustrés effectivement sur le Tour et ce serait intéressant de voir ce que Stef Kras pourra faire cette Vuelta. Lui qui a déjà fait un top 20, hein, sur la Vuelta il y a déjà quelques années. OK, bah, Ouais, donc si on va te personne laisser parler de Maury Van Sevenant alors. exactement, personne n'a parlé de Maury Van Je Sevenant. l'attendais. Alors J'en attends rien. je suis Moi non désolé plus. pour lui et il fut un temps, il y a 3 ans, où on attendait beaucoup de Maury Van Sevenant et Oui, maintenant on a un tel contingent belge, qu'on en vient à dire tous les 3 qu'on n'attend rien de Maury Van Sevenant. Mais pourquoi j'en attends rien? Parce que pour moi, Maury Van Sevenant peut être bon dans un style à la Bauke Mollema, oui, baroudeur, grimpeur, tout à fait. puncher. Mais là, il sera coltiné à faire le lieutenant de Remco, rôle qu'il ne prendra peut-être pas forcément à cœur parce que alors je peux me tromper, mais on parle de relations un peu houleuses entre les 2. Je veux pas faire de diffamation, j'en sais rien, mais je suis pas sûr qu'il voudra avoir ce rôle, je suis pas sûr qu'il est fait pour ce rôle. Donc je pense qu'on ne doit pas attendre beaucoup de Maury, en haute montagne, on ne doit pas l'attendre aux côtés de Remco, malheureusement, comme Van Wilder, l'avait fait l'année dernière. Ouais. Je vais passer à un autre sujet. La Vuelta, on en parle souvent comme, d'un tour un peu, de consolation. Alors c'est triste si c'est le cas puisqu'on a beaucoup de Belges sur le tour de consolation. Mais je sais, je vois déjà que tout doucement qu'il Romain se ferme. Je sais que ça l'agace quand on dit ce genre de choses et c'est pour ça que je vous pose la question, comme ça on va entendre Romain, et toi Alexis sur le sujet. Hem, la Vuelta finalement, est-ce que c'est un grand tour de consolation? Est-ce que c'est moins prestigieux que les 2 autres? On a souvent tendance à dire c'est le Tour de F en termes de prestige, je parle, le Tour de France, le Giro et puis bon la Vuelta, bah, oui, il y a 3 grands tours sur l'année, mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai quand même l'impression que, l'idée de base, c'est Grand Tour de consolation, mais ça a des conséquences, qui au final, on en parlera, font que c'est peut-être pas le pire Grand Tour des 3. Mais je le vois sous 2 aspects, le Grand Tour de consolation. Déjà, c'est qui va sur la Vuelta, ce sont des gars qui ont été déçus par leurs objectifs. C'est le cas de Remco, qui a eu le Covid, de Mas et Carapaz qui sont tombés sur le Tour. C'est le cas de Roglic pour l'entièreté de sa carrière. Mais c'est aussi, le Grand Tour de consolation entre guillemets, sous un autre aspect. C'est un Grand Tour, où on envoie ceux qui font le doublé Giro-Vuelta, donc c'est-à-dire ceux, qu'on n'envoie pas sur les tours. Pour les consoler, on les envoie faire le doublé, Volta-Giro et il y en a plein cette année. Il y en a vraiment plein. Alors pour en citer quelques-uns, on a Thomas et un Redspan chez Ineos, on a Eddie Dunbar, Roglic évidemment, Ayuso et Almeida. Donc au final, ça fait, une start list assez,
assez monstrueuse, de gars du classement général qui, au final, sont là parce qu'ils font le doublé Giro-Vuelta. Pourquoi ils font le doublé Giro-Vuelta? Parce qu'ils ne font pas le Tour et donc pour se «consoler» entre guillemets, on va faire le doublé. Ce qui fait qu'on a une super star list. Ouais, mais c'est vrai que, voilà, ceux qui nous écoutent savent que j'ai un petit fait pour la Vuelta, mais je peux pas dire que ça n'a jamais été un tour de consolation. Au contraire, quand on regarde effectivement le plateau de ces dernières années, tu l'as dit Alexis, on a systématiquement, les mecs qui sont viandés, sur le Giro, ou qui se sont plantés sur le Tour et puis, à côté de ça, on a tout ce que le peloton, professionnel a comme, espagnol donc il y a vraiment ces 2 dimensions. Après, quand on regarde le palmarès du Tour d'Espagne, si on regarde les 15 dernières années, alors oui, il y a eu l'épisode Christopher Horner, quoi, qui est débarqué de nulle part et qui est reparti aussi vite qu'il était arrivé. En dehors de ça, je veux dire, dans les vainqueurs, on a quand même des gars comme Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Chris Froome, c'est quand même des vainqueurs en puissance de Tour de France, qui étaient considérés, à leur prime comme les meilleurs de leur catégorie. On a aussi des gars comme Nairo Quintana qui, a remporté un Tour d'Italie, qui était considéré comme probablement le premier Colombien à remporter un Tour de France. Et si on va même un peu plus loin, on a des Simon Yates, Fabio Aru, Mmh. qui ont fait des podiums sur d'autres grands tours également. Donc c'est pas un palmarès au rabais, Non. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, il y a un élément qui effectivement, je pense, tue tous les autres, c'est que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que Remco Evenepoel se découvre à ce niveau-là, je n'ai jamais entendu un leader mondial, on va dire ça comme ça, faire de la Vuelta en début de saison son objectif majeur de la saison. Et ça, effectivement, ça cache. Tu l'as dit, Roglic, c'est monstrueux, Roglic, sur, les dernières années, mais Roglic a toujours été sur la Vuelta, parce que d'issue du Tour. C'est ça. Ça n'a jamais été son objectif principal, et du coup, pour donner encore un petit peu, effectivement, à contrecœur, de l'eau au moulin, effectivement, de ceux qui pensent que c'est un tour de consolation ou plus encore, tu l'as dit Damien, un tour un peu au rabais. Plus que les vainqueurs du Tour d'Espagne, il faut se pencher, je pense, sur ceux qui font troisième, par exemple. Ilnur Zakarian, Jack Haig, Hugh Carty, Esteban Chavez, Peter Velits. Je prends tous des exemples comme ça de ces dernières années, qui sont des gars, heu, sans vouloir leur manquer de respect évidemment, hein, mais qui n'ont jamais rien foutu ailleurs. Mmh. Ah Et mais c'est pas oui, des gars qui ont été remportés une fois quand même, ne fût-ce qu'un Critérium du Dauphiné ou un Tour du Pays. C'est des gars qui ont une fois un beau truc sur un Tour d'Espagne. Ça montre quoi? Ça montre qu'en réalité, le problème du Tour d'Espagne, je pense, c'est la densité des Ouais. favoris. Et l'année passée, on était déjà plusieurs à le «revendiquer» entre guillemets, cette année-ci plus que jamais, on va avoir une start list pour le classement général qu'on n'a jamais vu sur la Vuelta ces dernières années et je vais même aller plus loin, qu'on n'a pas vu ni sur le Tour, ni sur le Giro cette année-ci. On a Ouais. une start list où, il y a pratiquement tout le monde. ouais. Mais les noms que tu as cités, enfin notamment, Carty, Chavez, c'est des noms sur lesquels on s'enflamme, en plus suite à des résultats, à Bien des sûr, classements, bien sur la sûr. Vuelta et puis on s'enflamme et puis on comprend pas, mais c'est significatif quand même du niveau, global qu'on peut trouver sur, la Vuelta de manière générale. Alors peut-être que ça va évoluer effectivement quand on voit la start list cette année. Maintenant les start list, alors je mets pas cette année je parle pas de cette année, hein, mais juste réflexion globale. La start list, c'est les noms, mais c'est aussi les états de forme dans lesquels les noms viennent. Ouais. Parce Tout à fait. qu'ici, par exemple, oui, il y aura Vingegaard au départ. On en reparlera plus tard. Je ne Oui, sais bah, pas c'est, ce que Vingegaard va nous réserver, mais on le s inévitablement, même s'il vient à gagner, pour moi, ça ne peut pas être le Vingegaard du Tour de France. Enfin, ça oui, semblerait fou. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a start list et start list. Maintenant, vous l'avez très bien dit tous les 2, la start list cette année, je pense qu'il y aura une grosse majorité des mecs qui seront en forme. Ouais. Ils viennent parce que, bah, consolation comme Alexis le dit, mais et du coup, ils viennent avec un vrai objectif quand même là, et pas juste doubler pour dire de doubler comme certains le faisaient dans les années ouais, précédentes. Mais Donc oui, et voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut entendre et comme on dit, grand tour de consolation n'est pas encore non plus la même chose. J'entends ce qu'Alexis dit en termes de consolation et tout à fait raison. C'est pas pour autant que ça peut être moins prestigieux. Moi, je trouve que c'est moins prestigieux, mais ce ne sont pas encore les mêmes mots et ça ne veut pas encore dire la même chose. Ça ne veut pas dire non plus que, la Vuelta est un moins enfin, ce sera un moins bon tour cette année ou pas. On y reviendra plus tard, on va un peu spoiler, on y reviendra dans le deuxième épisode, mmh. je vous interrogerai un peu là-dessus, vous avez le temps d'y penser. Hem, donc voilà, je sais pas.
disons que historiquement et globalement, jusqu'à maintenant, on va dire, pour moi, ça reste largement, je vais utiliser le mot même largement, en dessous des 2 autres. Mais je me demande si on n'est pas tout doucement en train d'inverser une tendance. Bah oui, parce que tu l'as plus ou moins dit, consolation, ça veut pas dire rabais, en fait. Quand on voit Non, les noms, qui sont là cette année, ils s tous ceux que j'ai cités, je peux aussi dire, Caruso, Vlasov, Buitrago, d'autres. Ouais, ouais. C'est tous des noms qui sont là si on prend les 2 aspects de consolation que j'ai évoqués. C'est tous des gars qui sont là par consolation. Soit parce qu'ils se sont plantés, soit parce qu'ils font le doublé, Giro-Vuelta. Mais ça veut pas dire que ce sont des mauvais gars, au contraire, Mmh. la start list de cette Vuelta, c'est des gens qui sont là en consolation, mais c'est une start list qui, mis à part Pogacar, est plus impressionnante que celle du Tour cette année. Oui, mais et c'est vrai que pour faire le lien avec ce dont on a parlé aussi en début d'épisode, on a beaucoup parlé des jeunes. On a dit Remco, mais Ayuso, voilà des Ouais, jeunes qui font de la Vuelta. Alors Remco l'année passée, Ayuso cette année-ci, qui font de la Vuelta leur objectif majeur de la saison, mais qui sont pas des petits jeunes qui vont venir essayer de faire un top 10, qui sont des jeunes qui viennent pour gagner ce grand tour et qui sont des jeunes qui sont lancés beaucoup plus tôt qu'avant, on l'a dit, dans le grand bain du peloton World Tour et qui, grâce à tout ça, grâce à ce développement du cyclisme en espoir et même chez les juniors, en tout cas dans certains pays, fait qu'on a aujourd'hui une densité dans le peloton professionnel de vainqueurs potentiels de grands tours plus large et donc un Ayuso ou un Evenepoel qui vient sur une Vuelta pour tenter de la gagner et qui en font leur objectif majeur, ça c'est quelque chose, il faut voilà, on n'avait pas ça il y a encore 3-4 ans d'ici. Si je prends l'exemple de 2019, Pogacar, qui était ce jeune, dont on disait déjà beaucoup de bien, mais on ne le voyait pas forcément comme un vainqueur potentiel, comme l'ogre qu'il est devenu aujourd'hui. Hem, c'est quelqu'un effectivement qui était venu sur la Volta avec la Volta comme son objectif de la saison en 2009, qui a fait 3e. Mais, des gars comme ça, ils sont très peu nombreux sur les 10 dernières années, hein. oui, oui. Oui, oui, mais c'est ça, quand je dis j'ai l'impression que ça change, ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'on va Ouais. vers une Vuelta qui tend à se rapprocher des 2 autres, même en termes de prestige, en termes de tout, en fait, qui devient vraiment, c'est évidemment, tu peux pas enfin, tu peux pas, si, tu viens de le dire, certains le font. Évidemment, le problème de la Vuelta, c'est toujours qu'il vient en tout dernier et que tu n'axes pas toute une saison sur la Vuelta, fatalement. Mais malgré tout, effectivement, on voit certains, qui il n'y a pas non plus que les 3 grands tours, hein, comme objectif dans une année, qui font de la Vuelta, leur objectif majeur. Oui, oui, non, j'allais dire, et c'est quelque chose que Alexis apprécie toujours beaucoup aussi, c'est cette catégorie, cette génération de coureurs qui ne se réservent plus à un type de course et ouais, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quelques années, il était impensable pour un coureur en février de se dire: «Bah, moi, mon objectif, c'est la Vuelta qui va se passer en septembre. Parce que qu'est-ce que je vais faire jusque-là? On n'en sait rien». Par contre, un Remco Evenepoel qui dit: «Ben, moi, j'ai 2 objectifs, c'est la Vuelta et avant ça, c'est Liège, c'est la doyenne, parce que je viens courir des classiques aussi et que je fais ça». Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Un Tadej Pogacar est aussi dans ce cadre-là. Alors Tadej Pogacar vit évidemment le Tour de France depuis longtemps maintenant, mais hem, on pourrait imaginer qu'un Tadej Pogacar dise: «Ben, moi, l'année prochaine, puisque Vingegaard est là et que voilà, je peux pas lutter contre ce Vingegaard-là, et ben, je vais chercher tout ce que je peux aller chercher dans les classiques, printanières et puis j'axe mes grands tours sur la Volta». tout à fait possible, ouais. Ouais. Mais ce Mmh, sera peut-être l'étape, suivante, hein. Ce sera peut-être effectivement là, si, Pogacar fait ça, encore un step pour la Vuelta. Ce que je vous propose, parce que là, tout doucement, on empiète sur, le sujet que je voulais lancer par après. Je vous propose peut-être, ça fait déjà un moment là qu'on discute, qu'on s'arrête ici pour ce numéro-ci, qu'on, laisse nos auditeurs, nous écouter avec soin et puis reprendre leur souffle et on leur proposera un deuxième numéro où, je vous proposerai d'aborder ça. On va prolonger un petit peu le débat. On se lancera pour savoir si, la Vuelta finalement, ne serait pas le plus beau grand tour cette année ou le grand tour le plus relevé en tout cas de cette année. Voilà, c'est le petit teasing. Mais d'ici là, tout le monde pourra y réfléchir. Comme ça, ils ont même le temps de réfléchir de leur côté, voir s'ils seront d'accord avec nous ou pas. Et en commentaire, ils contre-argumenteront. Ouais, et n'hésitez pas aussi d'ailleurs, hein, à mettre en commentaire quel est peut-être le jeune ouais. de cette Vuelta, et on l'a dit, hein, on va mettre Remco et Ayuso de côté, mais parmi les jeunes qu'on a cités, si effectivement, on sait qu'on a pas mal d'amis français qui nous écoutent, est-ce que Grégoire, Martinez, ce sont effectivement, les 2 coureurs que vous allez suivre? Peut-être un en particulier par rapport à l'autre, on ne sait pas. N'hésitez pas à commenter ça sous la publication Twitter, c'est toujours plus facile aussi pour lire. Après, YouTube, on va aussi évidemment, pouvoir, vous répondre. Bien sûr. Ben voilà, Romain Alexis, en tout cas, merci pour ce premier numéro.
et bah, je vous dis à vous comme à nos auditeurs à très bientôt. À très bientôt. Salut.